Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle saison de Terre des érudits. Nous allons parler de la musique racine, de la musique haïtienne en général. Avec nous, Kessler Bien-Aimé, il est socio-ethnologue des sciences du patrimoine, Université Laval, enseignant-chercheur, Université d'État d'Haïti, et il est aussi photographe. Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour Kessler Bien-Aimé. Bonjour Maxoni, bonjour aux gens qui s'intéressent à cette initiative. Ma première question, comment les groupes racines, par exemple, vous parlez de Bookman Experience, RAM ou Azor, ont-ils influencé la perception du vaudou en Haïti, par exemple? Je dirais plutôt c'est l'inverse. Parce que eux-mêmes ils sont déplacés de chez eux, de leur confort pour aller que ce soit à Souvenance dans la cour de l'Artibonite, et ils ont investi par exemple à Plaine des Cailles et dans le sud-est et Plaine de Léogane. Donc ils n'arrivent pas, je dirais, influencer le vaudou. Bon, peut-être une appropriation du vaudou, je dirais, urbaine, où notamment pendant le carnaval, on voit des jeunes s'intéresser, qui dansent et pour la première fois au rythme au rythme esthétisé du vaudou haïtien au chant de noces. Mais le paysan haïtien, les pratiquants vaudou continuent à faire le vaudou selon leur règlement, selon leur engagement. Mais il faudrait qu'on regarde un peu plus près. Est-ce que la musique racine influence le vaudou? Je ne crois pas, parce qu'ils n'ont pas le droit même de pénétrer la cour. Et en tant que, c'est-à-dire comme manifestation. Et ils viennent, ils apprennent, ils ressortent. Et on peut, en tant que musicien, on les voit. Par exemple, un amiral, on appelle ça, un tambourineur, c'est quelqu'un qui maîtrise le daon-main, c'est-à-dire le rythme de la consonance. Il est disponible et il connaît comment les casser, les ceci, les cela, le déroulé de ce rythme, et il peut venir prendre le tambour et jouer en même temps. On peut lui laisser un espace pour jouer, c'est-à-dire il prend le tambour, on appelle ça en créole, alphon coup. Mais c'est-à-dire il est entré là dans le rituel de la cour. Il peut pas faire de la musique racine dans le lac, c'est pas évident. Eux-mêmes, je crois que je peux dire qu'ils charrient, qu'ils imitent, et plutôt le parler, le langage, le geste, le gestuel. On peut voir quand ils sont dans l'espace urbain, ces musiciens-là, ils tentent de faire une sorte d'allégorie du paysan haïtien, l'allégorie des pratiquants vaudous, et que ce soit, quand ils sont sur scène, toute la théâtralité de Lolo, etc., ou de sa femme, et de Lunis, de Moss, et des autres musiciens. Il prend, il se transporte avec eux et cette théâtralité-là du vaudou dans l'espace et de performance. Mais il n'arrive pas à avoir d'influence, je crois, sur ça, mais plutôt une appropriation urbaine de ces rites-là, ou ce langage-là, ou ces urbains-là sont moins complexés par rapport à... Et vous n'avez pas parlé assez d'Azor, c'était une grande figure de cette musique. J'en ai parlé, il représentait, lui, et par son âme, c'est irremplaçable pour l'instant. Et après Tsiworo, donc il est parti. Et il a laissé quand même un grand héritage. Et il a fait de l'expérience d'Asie, mais c'était pas nécessairement sous son initiative. Il a fait il a chanté, il a joué, bien entendu, et chanté, et avec un grand pianiste, que j'ai oublié son nom présentement là, et il jouait également avec un musicien qui est également parti décédé, Boulo Valco. Et il allait souvent au Japon avec lui pour des pratiques. On aimait bien finalement le jeu d'Azor et
et de Boulot Valcourt. Donc, Azor, il représentait dans le genre qu'il pratiquait lui-même en tant que groupe et Ben Leader, avec Wawa, et c'est parmi les caractéristiques, le style de Azor et de Wawa, et c'est un style qui est beaucoup plus ancré dans le vaudou, dans le sacré du vaudou, dans la polyphonie du vaudou et du vaudou, dans le chant vaudou. Donc, raison pour laquelle on peut voir plus facilement que les gens c'est-à-dire sont possédés par des esprits, et quand c'est le cas de Azor et de Wawa qui sont en performance dans des espaces non sacrés. Et donc, parce que leur musique est beaucoup plus connectée au lakou. Et ils sont conscients de leur choix, et c'est parmi les styles, il faut voir que le style de Wawa et de Azor est différent de celui de Foula, de Sambayo ou des frères Beaubrun. Donc, mais bon, leur contribution est vraiment agréable. Il faut penser à cette contribution-là de ces deux-là qui sont partis. Mais maintenant, quel avenir vous voyez pour la musique racine dans un paysage musical haïtien et qui est de plus en plus influencé par le rap, l'afrobeat, dancehall et tout ça? En fait, c'est le devenu de tout genre et musical, même de devenir de nous-mêmes en tant que être vivant, pensant, agissant, culturel. Donc, on est quand même appelé. Beaucoup de mes amis vont courir après moi, mais ces choses-là ne sont pas inamovibles. Et ça, ils naissent, et par exemple, ces éléments-là, et puis se développent, et puis ensuite d'autres mouvements. Et je crois Boulot Valcourt m'avait même dit, et périodiquement, chaque une dizaine d'années, il y a un nouveau style qui fait surface. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre que... Moi, je ne m'attendais pas à ce que la musique racine reste tout le temps ce qu'elle était des fin années 70, 80 et 90. Cette musique a évolué. On peut voir son évolution. Veut pas. Et on peut toujours l'aimer ou pas. Mais il faut voir comment le bonhomme, comment Paul Beaubrun joue cette musique. C'est absolument hybridé, légère et dépouillé, si vous voulez. Mais bon, c'est ça. C'est grand héritier de la famille. Et c'est comme ça, cette musique a été transmise. Et quand ce monsieur joue cette musique, on voit comment c'est assez de plus en plus mélangé. Et c'était pas, bien sûr, la musique de leur papa et de leur oncle était déjà mélangée, et bien sûr, avec la guitare rock et avec les drum machines, avec l'introduction du keyboard, synthétiseur. Mais ça continue d'évoluer. Donc, c'est ça. Et éventuellement, les fils ou les filles de Paul Beaubrun vont subir le même phénomène, c'est-à-dire ils vont éventuellement faire évoluer cette musique dans un sens ou dans un autre. Donc, c'est le cas. Si on veut faire si on veut rester dans l'identitaire, on ferme cette musique dans une boîte, bon, c'est-à-dire ça n'aura pas d'avenir. Mais la musique qu'on a connue, et cette musique-là qu'on a connue au début des années des années 70, c'est vraiment pour de bon, années 80 et 90, son corollaire, c'est-à-dire le mouvement social populaire, revendicatif, n'est plus là. Ça ne veut pas dire que les besoins ne sont plus là, mais on n'a pas un mouvement social populaire comme ça. Donc, alors que cette musique reposait sur cette clientèle-là, c'est-à-dire les membres de ce mouvement populaire, que ce soit les étudiants, que ce soit le politique, et aux sponsors ou encadreurs, etc., ou tout le dispositif qui était là pour la supporter. Ils sont plus là. Donc, cette musique, de mon point de vue, tombe aussi tranquillement. Et bon, ouais, c'est ça. On peut voir, les pratiquants peuvent toujours penser qu'ils font ça, mais on peut voir, ils font de l'individuel,
C'est-à-dire, quand on entend, par exemple, un boucan guinéen, c'est ponctuel. Il cherche des musiciens là, et tranquillement, et pour aller faire un gig, pour venir jouer, et quelque part, pour aller jouer avec lui quelque part. Mais c'est toujours au nom de la musique racine, hein. Mais, il n'y a pas de gouvernement. C'est un individu qui a quand même réussi à s'en sortir, et avec un nom, et qui s'organise pour survivre, hein. C'est pas le mouvement et musical qu'on a appelé la musique racine avec son contenu, et qui est supporté bien sûr par un mouvement social populaire. Donc quand on n'a pas ce mouvement social populaire, cette musique qui était quand même, et c'est comme l'œuf et la poule. Et donc ça devient problématique, et on peut regarder n'importe quel acteur qui joue, que ce soit les bobos qui sont encore sur scène, que ce soit du côté de Chico Boy qui est encore sur scène, Tido et Wilfried Lavo, chanteur et guitare, paix à son âme, il est parti, il est mort, mais les autres qui sont encore vivants, que ce soit les frères, et les frères Sanon. Mais bon, ils sont éparpillés dans le paysage mondial, en train de faire des gigs, et avec d'autres musiciens, et featuring avec d'autres musiciens sur d'autres projets. Mais bon, Sergo, Decius, excellent tambourineur, et ils sont là, mais ils sont pas rassemblés comme tels sur des projets, et qui, disons, musique racine. Ce n'est plus le cas. Et bon, est-ce que je trouve ça normal? De mon point de vue, oui, c'est comme ça. Je vous rappelle que vous écoutez le podcast de l'Institut français en Haïti, Terre des érudits. Nous venons de lancer une série sur la musique, sur les différents styles musicaux haïtiennes. Donc, avec nous, Kessler Bien-Aimé, il est socio-ethnologue des sciences du patrimoine. Il a beaucoup travaillé sur la musique en Haïti. Il a fait des recherches. Il est également photographe reconnu. Donc, vous avez aussi travaillé, Kessler, sur d'autres styles musicaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, j'ai observé, et par exemple, si on revient, la musique racine avait été bousculée par le ragamuffin, bien entendu. Et ça veut dire que Kim Passy, l'autre groupe qui était compétiteur de ce groupe. Ça veut dire que cette musique, pour le temps du ragamuffin, et je crois que cette musique était déjà bousculée par une partie du marché. Et que son marché était déjà divisé parce que tout simplement il y avait la montée de ces jeunes qui étaient très branchés, très américano, et qui proposaient autre chose, très branché, bien ce qui existait sur le marché américain directement, sans nécessairement avoir une préoccupation identitaire comme la musique racine, etc., et les genres racines. Et la musique compas direct que j'ai quand même observé, et les pratiques sociales, et de cette musique, de sa naissance à aujourd'hui. Et il y a quand même des bons connaisseurs des détails et de cette musique que j'appelle moi-même des Joe Cannell, et comme ça on les appelle, hein, et qui sont branchés cette musique pour en parler, mais moi-même qui observe le comportement de ces musiciens, l'évolution de cette musique, l'espace de son marché, ou les espaces de son marché. Et à un certain moment, j'estimais dans les années post-86, et cette musique-là était en difficulté. Là, vous parlez du compas. Oui. Cette musique-là était en difficulté. On peut observer sa difficulté à partir de l'occupation du zouk en Haïti, l'espace occupé par le zouk. Et alors que le compas direct, qui était la musique adoptée ou ovationnée, qui occupait le paysage finalement antillais bien avant. Donc cette musique était en difficulté parce que cette musique était, perception ou pas, mais était perçue comme une musique qui est promue par le duvalierisme. Et il y a un anthropologue, j'invite qu'on lise finalement son texte, Jean Coulange, qui était très critique vraiment sur cette musique, comment elle a évolué, quel est son contenu, etc. Mais on voit l'intellectuel haïtien
qui se manifestait pour de bon, et ne s'accrochait pas tellement au compas direct. Et pour une raison, c'était peut-être pour une raison, et des raisons X et que je n'oserais pas énoncer présentement ici, qui mériterait davantage d'investigation. Mais l'intellectuel haïtien, du genre classique qu'on connaissait, qui sont les plus en vue, et dans leur salon, on ne les voyait pas et écouter de la musique et compas direct. On peut, ou même vous êtes dans l'écriture, on n'a pas besoin de citer le nom là, mais nous qui fréquentons ces salons, et on voit que c'était pas tellement branché. Peut-être ça va se faire comme le compas direct va être sous peu, j'espère que en décembre prochain il va être nominé comme patrimoine de l'humanité. La perception va changer, notamment pour cette catégorie. Mais la musique compas est la musique finalement du peuple haïtien, et cette musique est appropriée, dansée, etc. Et d'un point de vue économique, cette musique a permis l'émergence et vraiment la mobilité sociale de plein de gens et qui n'espéraient pas, de toute façon, de catégories qui n'espéraient pas, et arriver au devant de la scène, etc. On peut voir, que ce soit pour Choubou et autres, etc. Mais elle était en difficulté pour cette raison politique. C'était pas nécessairement la qualité de cette musique qui n'était plus bonne, mais qui baissait, mais plutôt la perception politique sur cette musique, qu'on croyait que cette musique était promue par le duvaliérisme. Bon, pour raison qu'on met devant que cette musique elle faisait et ce genre musical faisait, et les groupes se mettaient à faire composer pour le duvaliérisme, par exemple le duvalier père, le duvalier fils, et comme quoi par exemple on attribuait le Tabo Combo et Bossa Combo Bossa Combo au agent Claude, et etc. Donc et la plupart des groupes des mini-jazz qui étaient en Haïti bien entendu faisaient quand même des chansons dédiées à Duvalier, mais quand même je crois que c'était quand même pour survivre dans les paysages politiques et musicaux, parce que c'était compliqué avec ce régime. Les groupes développaient une stratégie quand même pour survivre, et parmi les macoutes, il fallait quand même composer avec. Et autant que on voit plein de groupes là qui sont en train de composer avec des mercenaires de la ville. Donc en ce sens, cette difficulté, et on a vu le comportement de certains nombres de musiciens qui changeaient un peu, que ce soit par exemple le groupe, on a pris un musicien qui jouait dans l'Express, si je me rappelle, un très bon musicien, et c'est Raoul Denis Junior, a fait un album totalement presque zouk, et ça c'est important comme indication. Et on a vu par exemple la montée de nouveaux jeunes musiciens et de nouveaux groupes qui nécessairement qui n'ont pas repris le compas direct, mais plutôt jouaient du zouk léger, et ça indiquait que la musique compas direct en tant que genre était en difficulté. Mais ça n'a pas, et on voit que la montée de nouveaux musiciens, par exemple, un petit groupe venant de Jérémy, très intéressant, léger, mais dépouillé, et qui s'appelle Tom Tom. Donc c'était une réponse même au zouk, et parce que le compas direct est en difficulté, on cherchait sur l'espace urbain, on cherchait à nous accrocher à quelque part, et ce petit groupe-là a permis aux urbains, notamment, de nous accrocher très sentimentalement par rapport à Tom Tom. En gros, pour dire que je crois que la musique de compas direct née dans les années 50 et moitié des années 50 a évolué, et bien sûr en mini-jazz, et que sur le plan social, cette musique est appropriée. Elle a permis la mobilité sociale d'un certain nombre de groupes. Elle représente beaucoup dans l'économie. Ça aurait pu être mieux si effectivement il y avait des politiques culturelles qui accompagnaient bien entendu et ce genre musical pour occuper des espaces beaucoup plus tendus et au niveau international. Mais elle est censée en liste officiellement pour être nominée, et autant que par exemple le rumba, autant que par exemple le merengue des Dominicains, autant que le reggae
en 2019 et était nominé à l'UNESCO. Donc, je crois que la Compas Direct, j'espère que le Compas Direct va connu et va avoir ce statut-là de musique internationale pour de bon et va être inscrite comme sur la liste représentative de l'UNESCO. Mais c'est quand même, moi j'observe, est-ce qu'il y a une école en Haïti ou des écoles où on peut aller apprendre la musique compas, où on peut apprendre de jouer du compas? Non, en fait, la musique tout court, d'une part, on est quand même, on a une société en difficulté où on a très peu d'espace d'apprentissage de la musique. Et ça, c'est un problème. Je crois avoir organisé un colloque avec mon ami Ronald Paul et il y avait l'un des bains qui présentait de l'École nationale des arts qui faisait une étude qui présentait finalement les recherches et portant sur l'apprentissage de la musique. Et c'était désagréablement triste de voir comment il n'y a pas vraiment de lieu et autre que nous avons connu par exemple Sainte-Trinité actuellement qui n'est plus au sens que espace d'apprentissage avec le devenir de Port-au-Prince, donc celui d'apprentissage n'est plus et ils ont tenté de monter à Pétionville et que Pétionville n'est pas nécessairement un centre dans le sens de centre et pour conduire et mener les activités que menait par exemple Sainte-Trinité au centre-ville sur le plan d'apprentissage et d'activité musicale. Bon, il y a quelques musiciens, bien entendu, qui donnent des leçons, etc. Moi-même, j'en avais pris. Et mes enfants, par exemple, étaient à Sainte-Trinité, mais on donne des cours de particulier. Je connais un jeune à Pétionville qui a son école de musique. Mais c'est assez périphérique, c'est pas des grands lieux d'apprentissage pour de bon. Donc, on ne développe pas nécessairement d'espace d'apprentissage et de la musique. Je crois que Petit Raoul a essayé et chez lui et sur les hauteurs à Thomas C32, je crois, un espace d'apprentissage. Bon, avec la difficulté, les familles se déplacent et Port-au-Prince est en difficulté et sur les hauteurs également, donc ça n'a pas vraiment fait long feu. Ben bon, il y a d'autres écoles qui tiennent, par exemple à Jacmel et des Sex-Baptiste, donc c'est un grand lieu d'apprentissage et avec un projet de monsieur René Préval supporté par le Venezuela, il y a une AMU, un projet et où des jeunes vraiment apprennent de la musique et presque pas massivement mais très assez conséquent en termes du nombre d'intéressés à apprendre à jouer de la musique. Ils sont basés au plateau central. Voilà. Et c'est assez intéressant. J'ai vu également passer sous mes yeux un projet dans le Nord où des enfants apprennent de la musique. Mais c'est assez intéressant. Il faut les encourager, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut qu'on les encourage. Il faut également qu'on ait des pédagogues sur la question et la question de pédagogues sur la question, c'est pas monnaie courante. Et question de pédagogue sur la question de l'éducation musicale. On a des gens qui étaient très bien formés, qui étaient bénéficiaires de l'école Post-Geffrard, et c'est-à-dire Post-Geffrard, il faut se dire, si on retourne dans l'histoire, parce que paraît-il que vous vous intéressiez tout à l'heure, on parlait des fondements de ces questions-là, fondateurs. Mais il faut dire l'école de Geffrard dans les années, Monsieur Geffrard, c'est cette période-là et c'est la montée de la bourgeoisie haïtienne et il a développé une politique éduquée des Haïtiens par la musique. Donc ces initiatives a permis de former un certain nombre de musiciens et qui allait donner des musiciens classiques que nous avons connus à la fin à la fin du 19e siècle et tout le 20e siècle. Et c'est très intéressant de voir que ces musiciens-là, par exemple, bien sûr formés ailleurs également, et qui jouaient du piano, etc., et
beaucoup d'entre eux sont morts, d'autres sont très âgés, avancés, en âge avancé. Donc, on a ce déficit-là pour dire qui vont les remplacer. Et par exemple, des gens comme Michel Denis et autres. Et ça veut dire quand on dit un pays est en difficulté, mais ce lieu-là, c'est un lieu indicateur pour dire que Haïti est en difficulté et pour renouveler et finalement son personnel et musical du genre et pédagogue. Oui, parce que... Les pratiquants sont intéressants, le compas bouge et on peut dire qu'il est en meilleur temps, on peut dire, et ça devient très contagieux, et que ce soit la danse compas, que ce soit la musique compas, et il y a beaucoup de groupes, beaucoup de communautés mondiales qui reprennent le genre compas direct. Et notamment sur des thématiques différentes. Et pour l'instant, on n'est pas encore là. C'est l'indication d'une non-politique publique, et c'est dommage. Et ça veut dire que nos enfants ne peuvent pas, ou on ne peut pas les accompagner pour aller écouter le début du compas direct dans un lieu avec un écouteur, et puis ils peuvent voir effectivement une bonne passante et montrant, et Nemo Jean-Baptiste montrant et les musiciens des années fin 50, et comment et pouvoir un carnaval de cette période, les polémiques entre Robert Sicot et de Nemo, et de DP Express et de Scorpio, etc. Donc on a ce manque, merci de le souligner, et ça veut dire que les préposés et aux politiques haïtiennes dans la définition de la politique publique, d'une politique publique sur ces questions, doit prendre des responsabilités. On espère que de toute façon Port-au-Prince va redevenir un Port-au-Prince beaucoup plus inclusif, beaucoup plus sûr, et que d'autres initiatives vont être quand même prises. On a un musée du côté de Tabar. Ce musée du côté de Tabar, c'est un musée d'histoire. Et puis c'est des Augustes qui l'ont mis en place. C'est également un musée quand même et d'histoire. On a un autre musée quand même encore qui n'est pas un musée public
non plus qui est du côté de qui est TEP, parce que ces espaces-là sont occupés, hein, et notamment à Montrouge. Bon, et à Jacmel, bon, on peut pas dire à Jacmel, il y avait un espace aménagé pour une sorte de centre d'interprétation du carnaval, mais qui était quand même mal conçu et mal exécuté non plus. Donc ça n'a pas eu un avenir sérieux. Et on pourrait aller voir finalement les masques, l'évolution du carnaval de Jacmel. Ça pourrait quand même continuer dans une perspective éduquer, instruire le jeune haïtien. Donc nous avons des choses qui nous manquent. Et comment y remédier, comment compenser tout ça, et que font finalement ceux qui sont en poste, ceux-là qui sont en poste, ceux et celles, hein, parce qu'il y a des femmes également qui sont en poste. Ouais, on a connu des femmes ministres de la culture, des hommes, des femmes, et ce sont souvent des artistes, des écrivains, malgré tout. Bon, la question, on a quand même connu artiste président, artiste chef de commission et de la culture. Donc la question est beaucoup plus complexe, et c'est pas le fait qu'on est pratiquant de quelque chose qu'on puisse proposer des solutions et proposer une politique pour l'avenir de cette question. On a fait l'expérience avec monsieur Michel Martelly, qui était quand même président, mais il n'a pas mis le compas direct un peu plus loin du circuit que nous connaissons. Et donc, ça veut dire que, c'est-à-dire qu'il y a un jeune homme là, qui est surnommé Edouard Filet. Vous remarquez que, avec lui, et avec l'hybridation qu'il apporte dans le compas, et ce geste-là, c'est-à-dire ouverture, et qu'il a introduit dans le compas, en termes de matériaux musicaux, la manière d'exécuter cette musique, on peut voir que j'ai vu des Arabes en train de jouer le compas direct. Cela dit, et il faudrait que la société haïtienne en profite. Et c'est-à-dire, vraiment, avec un musée, des touristes allaient venir, et bien sûr, les zones devraient être beaucoup plus sécurisées. Et, ou du moins, c'est pour dire que ces zones-là, c'est-à-dire Haïti, devrait être en situation de prendre le contrôle de soi-même, et pour inviter les gens à venir et visiter ces offres culturelles et touristiques. Mais pour l'instant, on n'est pas là. On est plutôt une société en difficulté. Mais il faut insister, parce que c'est important pour le devenir du jeune haïtien. Voilà, on doit garder le rêve debout. C'est ça. Merci Kessler bien-aimé pour cette belle entrevue encore une fois. Au plaisir, Maxoni. Et je crois que bon courage et longue vie à ce balado, et rencontrer d'autres échangeurs de mots, de paroles, et que pour faire bouger les choses, parce que trop de choses sont cachées dans la tête d'un certain nombre d'intéressés, de connaisseurs pour de bon, et ils sont pas nécessairement en surface pour en parler, ils sont pas influenceurs. Merci, c'était avec nous Kessler bien-aimé, qui a beaucoup travaillé sur la musique en Haïti. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti. À bientôt.